Ce week-end, le président Trump a déclaré que l'armée, la marine et la direction de l'Iran avaient été décimés et que les chiffres étaient stupéfiants. Et maintenant, des avions israéliens ont détruit un site nucléaire souterrain secret près de Téhéran et ont commencé à démanteler la vaste infrastructure pétrolière du régime. Alors la question maintenant est la suivante. Si la machine militaire iranienne s'effondre aussi rapidement, que va faire le régime ensuite? Restez avec nous. Jérusalem Minute arrive. Bienvenue à cette édition spéciale de Jérusalem Minutiative sur JNS TV. Je m'appelle Josh Aston, correspondant pour JNS News, aux côtés d'Alex Treman, PDG de JNS. Nous sommes dans les locaux de JNS à Jérusalem, capitale éternelle de l'État d'Israël. Concentrons-nous d'abord sur l'Iran. Le président Trump a résumé ce week-end les avancées de la guerre en disant que l'armée iranienne, la marine et leur direction ont été décimées. Nous avons cet extrait. Leur armée n'existe plus. Regardez, leur marine n'existe plus non plus. Leurs communications sont détruites. Leurs dirigeants ne sont plus là. 2 groupes de dirigeants ont disparu. Ils en sont au 3e. Leurs forces aériennes ont été totalement détruites. Pensez-y, ils ont 32 navires. Les 32 sont au fond de l'océan. Le président dit que la marine iranienne a été entièrement décimée au fond de l'océan. Israël a en fait déjà largué plus de 7500 bombes, soit 2 fois plus que celles larguées en juin dernier. Je pense que le président Trump a été fantastique depuis le début de la guerre. On voit qu'il est déterminé et en mission. Il comprend avec une conviction totale pourquoi les États-Unis font cela. Je veux dire, il a été le meilleur porte-parole pour expliquer les raisons derrière cette action. Évidemment, le secrétaire d'État Marco Rubio a été très cohérent. Pete Hegseth est bon aussi. Mais le président semble vraiment ressentir au fond de lui que c'est absolument la bonne décision pour l'Amérique, que c'est dans l'intérêt de l'Amérique de faire cela. Cela rend l'Amérique plus sûre. Le fait que l'Amérique projette sa force et fasse ce qu'elle fait actuellement en Iran est bon pour la position de l'Amérique dans le monde. Et il est intéressant de voir comment tous les autres pays du monde s'adaptent et ajustent leur politique en fonction de leur relation avec le président. Mais nous avons vu une puissance de feu incroyable. Vous avez parlé de l'armée de l'air qui a déjà bombardé 7500 fois, touchant tant de cibles différentes. Vous aviez Pete Hegseth qui disait que vous avez les 2 forces aériennes les plus puissantes du monde, les États-Unis et Israël, qui travaillent en parfaite synchronisation en visant les dirigeants. Et ici, nous avons vu dans cette guerre que la direction était la première cible. La première salve de cette opération visait à éliminer Ali Khamenei et les 40 personnes autour de lui. Et ensuite, alors que ce Conseil suprême, ou peu importe, devait voter pour désigner le prochain guide suprême, ils ont frappé cette réunion également. Donc, vous voyez ici que la véritable mission est le changement de régime. Et en même temps, s'assurer que l'Iran n'a pas de programme nucléaire, n'a pas de programme de missiles balistiques, n'a pas de marine avec laquelle il pourrait contester le transit du pétrole par le détroit d'Ormuz. Donc, vous voyez ici qu'il y a plusieurs objectifs. Et Israël, les États-Unis, soutiennent très, très fortement la conviction du premier ministre Netanyahou et du président Trump pour s'assurer que ce sera la bataille finale entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Ces derniers jours, nous avons vu d'incroyables images venant d'Iran, de Téhéran. Nous avons vu le ciblage de l'infrastructure pétrolière, ces immenses panaches de fumée et de feu que Israël et les États-Unis ont visés. Aussi, ce complexe dont vous parliez, apparemment Khomeini était censé être sous terre, caché avec ses autres, 30 autres dirigeants là-bas. Cela m'a rappelé les tunnels souterrains du Hamas. Quand vous avez vu que nous avons détruit tout leur réseau, c'est vraiment similaire à leur système, je pense. Khomeini était censé être sous terre et il ne pensait pas que quoi que ce soit allait arriver avec les autres dirigeants. Et c'est à ce moment-là qu'Israël et les États-Unis ont frappé. Le Hamas a construit des systèmes de tunnels souterrains. L'Iran a construit des systèmes de tunnels, non seulement pour ses dirigeants, mais aussi pour son programme d'armes nucléaires et son programme de missiles balistiques. Et le premier ministre avait déclaré que l'une des raisons pour lesquelles Israël devait agir à ce moment-là était que l'Iran renforçait son programme si profondément sous terre qu'il deviendrait immunisé contre les frappes aériennes si cette guerre n'avait pas lieu maintenant. Nous avons également vu Hassan Nasrallah au Liban être éliminé à la veille du discours de Netanyahou devant les Nations Unies en 2024. Il était lui aussi profondément sous terre dans des bunkers. Et c'est là toute la différence entre l'Iran et ses proxys terroristes et l'État d'Israël.
Israël dispose d'abris souterrains pour protéger les civils des missiles balistiques qui les visent. Et ici, en Iran et chez les proxys terroristes, ils n'utilisent pas les infrastructures souterraines pour protéger les civils. Ils l'utilisent pour protéger les chefs terroristes et leurs armes. Je pense qu'il n'y a pas de contraste plus frappant entre le bien et le mal quand on regarde les infrastructures souterraines. Absolument. Nous avons évoqué la marine, 30 navires iraniens détruits et le bombardement de l'aéroport international d'Iran. Et vous savez, la question qu'il pose, du moins le président Trump, je l'ai vu encore et encore, c'est combien de temps cette guerre va-t-elle durer? Et vous savez, je n'aime pas cette question. La réponse, je pense, c'est que cela prendra le temps qu'il faudra. Et je pense vraiment qu'il est important de le souligner. Mais nous avons vu, vous savez, à maintes reprises, que les gens posent cette question. Ils veulent savoir combien de temps cela va durer. Je ne sais pas ce que vous répondriez, mais moi, aussi longtemps que nécessaire. Je pense que tout le monde veut la réponse et cela doit reposer sur une évaluation. Il faut avoir une idée avant de commencer l'attaque, comme la durée. Israël n'est pas forcément conçu et notre armée de l'air n'est pas forcément conçue pour des missions continues qui s'étendraient sur plusieurs mois. Enfin, on parle de milliers de kilomètres de distance entre Israël et l'Iran. Et même s'ils sont capables de se ravitailler en vol grâce aux avions citernes américains, il faut savoir que les États-Unis en ont une 50aine, alors qu'Israël n'en possède que 4. Donc, ils accomplissent leur mission bien plus vite. Mais vous savez, on ne sait pas combien de temps l'armée de l'air pourrait soutenir cela et on ne sait pas combien de temps le front intérieur peut le supporter. Pour les États-Unis, le président Trump a ses propres considérations ici, des considérations intérieures. Il y a beaucoup de gens, aussi bien à droite qu'à gauche, qui ne veulent pas que les États-Unis soient impliqués dans une guerre longue. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé lorsque les États-Unis se sont retrouvés empêtrés dans la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak pendant de longues périodes. Je crois que le président Trump a beaucoup appris de ces guerres. Sur la durée, je vous rejoins. Cela doit durer aussi longtemps qu'il le faudra, car on ne peut pas se retrouver dans une situation où l'on fait un travail à moitié. C'est la leçon tirée des frappes de juin de la guerre de 12 jours contre l'infrastructure nucléaire iranienne et l'infrastructure des missiles balistiques. Nous pensions peut-être qu'en frappant aussi fort cette infrastructure, l'Iran comprendrait le message, mais qu'avons-nous vu? Nous avons vu que l'Iran, nous avons vu que le Hezbollah, ils n'ont fait que redoubler d'efforts. Ils ont compris qu'il y aurait une prochaine bataille dans la guerre et qu'ils devraient donc se préparer pour cette prochaine bataille. Vous ne pouvez pas donner à l'Iran l'occasion de se préparer pour la prochaine bataille. Il n'y aura pas de prochaine bataille. C'est la dernière bataille. Maintenant, combien de temps cela va-t-il prendre? Toutes les estimations suggèrent que cela pourrait se jouer en quelques semaines. Pour Israël et les États-Unis, nous espérons que ce sera moins long. Et nous ne savons pas ce qu'est ce point de bascule qui mène à la fin de la guerre. Pour Israël, évidemment, si l'Iran ne tire plus de missiles balistiques sur Israël, alors Israël peut décider, d'accord, nous avons X cibles supplémentaires. Nous allons continuer à frapper toutes ces cibles. Certainement, ils veulent voir une nouvelle direction installée en Iran. Nous ne savons pas combien de temps cela va prendre. Je pense que pour Israël, la principale préoccupation, comme je l'ai dit, ce sont les missiles balistiques entrants. Si les missiles balistiques cessent d'être lancés sur Israël dans les 2 prochaines semaines, alors pour nous, nous pouvons reprendre ce que nous faisions et nous pouvons prendre les composantes offensives de cette guerre à notre propre rythme, n'est-ce pas? Tant que des missiles arrivent, nous devons agir dans l'urgence. Pour le président Trump, il a d'abord dit que cela pourrait prendre 4 à 5 semaines. Maintenant, il dit que cela pourrait prendre plus de temps. Je crois qu'il affirme que cela pourrait durer plus longtemps, car il souhaite en réalité que cela prenne moins de temps pour ensuite le dire à tout le monde. Je vous l'avais dit, ça aurait pu être plus long, mais c'est fini. Il aime dire que c'est en dessous du budget et en avance. Je pense que c'est ce que le président essaie de faire ici. Donc, juste pour parler un peu plus des réalisations de cette semaine, une installation nucléaire souterraine secrète a été détruite mardi dernier en périphérie de Téhéran, donc c'est peut-être très significatif. On dit que l'Iran a déplacé une grande partie de son programme nucléaire après la dernière guerre vers cette installation qui a été détruite. Vous avez aussi mentionné l'avenir de la direction en Iran. Ce week-end, nous avons vu que Khamenei, apparemment son fils, est toujours en vie. Nous n'étions pas sûrs, mais les rapports le confirment. Et le président Trump a déclaré jeudi qu'il voulait être impliqué dans le choix du prochain dirigeant de l'Iran une fois cette phase de la guerre terminée. D'accord. Je pense que vous parlez de Mojtaba Khamenei, qui est le fils d'Ali Khamenei.
En ce qui concerne Israël et les États-Unis, il n'y aura pas d'ayatollah à la tête de ce pays à la fin. Il n'y aura pas Ali Larijani, par exemple, qui fait partie du Conseil suprême chargé de choisir le prochain dirigeant. Il n'y aura pas de fondamentaliste islamique, une continuation de ce régime au pouvoir, n'est-ce pas? Si le changement de régime est l'objectif déclaré de tout cela, et on peut le voir au fait qu'ils ont visé Ali Khamenei dès la première minute du premier jour de la première attaque, il n'y a aucune chance qu'un fondamentaliste islamique prenne le pouvoir. Les États-Unis vont-ils avoir leur mot à dire? Absolument. Parce que si c'est un fondamentaliste, vous savez ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils seront la prochaine cible. Je ne pense pas qu'Israël et les États-Unis aient fini de frapper leur cible. Ils n'ont pas fini de s'en prendre aux fondamentalistes. Dès qu'ils se présenteront, Israël les frappera. Israël et les États-Unis veulent quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui rejette la voie de la République islamique, quelqu'un qui veut ramener l'Iran sur la voie qu'il suivait avant la révolution islamique de 1979, que ce soit Reza Pahlavi, et vous voyez, c'est le seul dont les gens scandent le nom dans les rues d'Iran. Il semble que le président ne soit pas forcément complètement à l'aise, nous l'avons dit dans l'émission depuis plusieurs semaines. Il serait peut-être dans le meilleur intérêt de l'Amérique qu'il commence à, vous savez, qu'il commence à regarder la situation et à reconnaître que Pahlavi est leur meilleure option. C'est le seul qui peut unir le peuple iranien derrière une grande culture, n'est-ce pas? C'est ce que représente Pahlavi. Il représente la force de la culture iranienne avant que ce pays ne soit détourné par la révolution islamique. Le président Trump dit que Pahlavi est peut-être un type bien, mais qu'il vaudrait peut-être mieux que quelqu'un d'autre à l'intérieur du pays prenne le relais. Voyons si Pahlavi peut identifier qui sont ces acteurs à l'intérieur du pays, où il pourrait peut-être devenir une sorte de figure de transition, une sorte de figure symbolique, d'une manière similaire à ce que nous avons dans l'État d'Israël, avec un président qui occupe principalement une fonction symbolique. Mais ensuite, il faudrait quelqu'un sur le terrain en Iran qui puisse exercer le pouvoir et qui soit un technocrate, qui puisse commencer à remettre le pays en ordre et le conduire sur la voie de la paix. Trump ne semblait pas encore lui avoir apporté son plein soutien. Un autre aspect de la guerre, bien sûr, c'est le fait que l'Iran tire sur tous ou la plupart des voisins entourant l'Iran, les autres pays arabes de la région, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et tous les autres pays là-bas. Ensuite, le président iranien s'est apparemment excusé de frapper ses pays voisins. Même la Turquie a critiqué l'Iran pour avoir frappé ses voisins. Regardons sa déclaration. Je devrais présenter mes excuses en mon nom propre aux pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran. Nos commandants et notre chef ont perdu la vie lors d'une agression barbare. Et nos forces armées, ces champions qui sacrifient leur vie pour défendre notre intégrité territoriale, ont tiré à volonté parce que leur commandant était absent et ont fait tout ce qui était nécessaire. Ils ont fièrement et puissamment défendu notre patrie. Oui, ça ressemble à tout un tas d'excuses. Et en fait, aujourd'hui, il a été rapporté ce matin que l'Iran a de nouveau frappé Bahreïn. Je ne comprends pas ce débat sur s'excuser ou épargner les pays arabes. Il frappe toujours. Oui, nous avons vu le président des États-Unis rebondir sur cet extrait et déclarer que l'Iran s'excuse même auprès de ses voisins. Je pense qu'il est très, très important de regarder comment l'Iran s'est comporté dans cette guerre et nous avons parlé du nombre de fois où Israël a été attaqué. Vous savez, tout le monde pense que les États-Unis et Israël attaquent l'Iran et que l'Iran riposte contre l'État d'Israël. Et il est vrai qu'Israël a été forcé d'encaisser d'importantes salves de missiles balistiques. Mais si vous regardez réellement le nombre de missiles balistiques et de drones tirés sur d'autres pays, vous verriez qu'Israël est loin dans la liste des pays qui ont été ciblés. Et si vous additionnez les autres pays, ils ont essuyé le plus gros des représailles de l'Iran en réponse aux frappes américaines et israéliennes. Et je pense que c'est très important. En fait, c'est probablement l'argument le plus important ici, parce que les gens ont toujours dit, vous savez, que c'est le problème d'Israël. Le président américain fait cela pour Israël. Et ce que nous avons dit, vous savez, dans l'émission depuis de nombreux mois et même depuis quelques années déjà, c'est que l'Iran a déstabilisé tout le Moyen-Orient. Et nous avons parlé des pays qu'ils ont déstabilisés avant la guerre, à savoir l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen, Gaza et secondairement l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres. Mais vous voyez ici, ils ont tiré dans tellement de directions différentes. Ils ont tiré sur le Koweït, ils ont tiré sur l'Arabie saoudite, ils ont tiré sur les Émirats arabes unis.
Ils ont tiré sur Bahreïn. Leurs missiles sont tombés en Jordanie. Ils tirent partout en ce moment. Et que fait exactement l'Azerbaïdjan allant même plus loin vers l'Est? Cela valide tout le concept selon lequel l'Iran est une menace pour toute la région. S'il n'était pas une menace pour toute la région, ils auraient tiré uniquement sur Israël ou uniquement sur la marine américaine qui est positionnée partout au Moyen-Orient. Ils tirent partout dans la région. Marco Rubio l'a mieux dit que personne. Il a dit que la raison pour laquelle les États-Unis ont des bases aériennes dans tous ces pays voisins de l'Iran, c'est pour se protéger contre l'Iran. Et l'Iran tire dans toutes les directions. Et vous avez vu Pezeshkian, vous savez ce qu'il a dit. Il a été obligé de revenir sur ses propos. Ces propos n'avaient évidemment aucune valeur car depuis ces déclarations, nous avons vu cette nuit des images de grands bâtiments touchés à Dubaï et dans d'autres endroits. Et même s'ils visent les bases de l'US Air Force, ils ciblent aussi les infrastructures civiles. Nous l'avons vu à maintes reprises. En Israël, ils ciblent les infrastructures civiles. Ils font cela avec des bombes à sous-munitions qui sont spécifiquement conçues pour cibler un centre de population, car une fois que ce missile balistique se sépare en plusieurs composants, il ne peut plus toucher une cible militaire directe. Pour viser une cible militaire, on n'utiliserait pas une bombe à sous-munitions qui ne sert qu'à frapper des civils. Leur usage est d'ailleurs un crime de guerre, mais personne n'en parle. Ici, vous voyez que l'Iran frappe des zones de population au Moyen-Orient et ne peut bénéficier de l'immunité pour cela. Oui, j'espère que nous pourrons peut-être montrer des images de ces bombes à sous-munitions se détachant des missiles tirés, bien sûr, sur des centres de population. Donc cela montre vraiment aussi que ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas une guerre 1 contre 1 ou 2 contre 1. C'est une guerre qui affecte toute la région. C'est une guerre qui affecte en réalité le monde entier. Nous avons vu que les États-Unis ont utilisé un sous-marin pour détruire un navire de guerre iranien près du Sri Lanka. Nous nous souvenons que quelques semaines seulement avant la guerre, l'Iran menait des exercices navals dans l'océan Indien, non loin du golfe Persique, en collaboration avec la Chine et la Russie qui font partie de cet axe iranien, et il pourrait être impliqué d'une certaine manière dans l'aide à l'Iran. Le président des États-Unis dit « Si la Russie aide l'Iran, elle ne le fait pas bien, vu comme il se fait malmener ». Mais maintenant, vous voyez aussi comment des nations européennes comme le Royaume-Uni et d'autres, la France, l'Italie, déplacent d'une certaine manière, vous savez, des navires vers la région, forcés par les États-Unis d'autoriser l'utilisation de leurs bases aériennes pour des missions offensives potentiellement. Donc, nous voyons combien de pays à travers le monde sont impliqués ici. Et même si nous aimerions que ce conflit reste aussi localisé que possible, il y a la possibilité, comme nous le voyons avec l'Iran, qui s'en prend à tous ces autres pays de la région. Il pourrait avoir un missile balistique intercontinental. Il pourrait être capable d'envoyer quelque chose vers l'Europe. Il pourrait avoir une sorte de tour dans leur sac que nous ne connaissons pas. Peut-être qu'ils ont une bombe sale ou une arme chimique inutilisée. Nous ne savons pas comment cette guerre va continuer, si elle restera contenue par les États-Unis et Israël pendant que l'Iran épuise ses missiles balistiques, ou si cela va s'étendre. Est-ce que la Chine va s'impliquer? Cela ne semble pas être le cas, mais on voit bien qu'une fois que la région commence à s'embraser comme ça et que tant de pays différents sont affectés, on ne sait vraiment pas ce qui pourrait arriver. Alex, en même temps, les États-Unis là-bas doivent malheureusement enterrer 6 militaires qui ont en fait été tués au Koweït. Nous parlions justement de la région à la suite d'une frappe de drone iranienne. Le président Trump était présent à ses funérailles et j'ai vu les images ce matin. Il en parlait à bord d'Air Force One. On lui demandait aussi combien de temps la guerre allait durer. En même temps, ils ont demandé au président Trump s'il envisagerait d'envoyer des troupes au sol en Iran. Voici ce qu'il a répondu. C'est là que vous enverriez des troupes au sol. Comment voyez-vous cela? Je ne veux même pas en parler. Je veux dire, je ne pense pas que ce soit une question appropriée. Vous savez, je ne vais pas y répondre. Est-ce que ce serait possible pour une très bonne raison? Il faudrait vraiment une très bonne raison. Et je dirais que si jamais nous faisions cela, ils seraient tellement décimés qu'ils ne pourraient plus combattre au sol. Parlons donc de ces deux choses.
le président Trump était présent aux funérailles de 6 militaires et aussi à bord d'Air Force One, où il répondait à une question sur les troupes au sol, sans évidemment révéler ses intentions, pour ainsi dire, aux médias. Eh bien, nous voyons ici qu'il y a eu des pertes pour les États-Unis. Non seulement ces 6 militaires ont été tués par le drone iranien, mais nous avons également vu, et c'est incroyable que cela se soit produit au Koweït, car au-dessus du Koweït la semaine dernière, nous avons aussi vu cela. 3 F-15 ou F-16, je crois, ont été abattus, vous savez, probablement par nous. Les systèmes de défense antimissiles Patriot. Personne ne dit exactement ce qui a causé le ciblage de ces avions, ni quel système précisément, mais il y a de fortes chances que ce soit en fait un tir de missile américain. Ils ont parlé d'un incident de tir ami. Oui, et donc la guerre n'est pas sans perte. Maintenant, c'est incroyable qu'Israël n'ait subi aucune perte, d'après ce que nous savons, ni d'avions, ni de pilotes. Nous avons subi des pertes parmi ceux qui ont été touchés par des missiles balistiques à l'intérieur du pays. Je crois que le nombre de morts en Israël est de 12. 12, 9 à Beit Shemesh. Un travailleur étranger a été tué à Tel Aviv. Et puis, malheureusement, 2 personnes se rendaient à l'abri. Un homme de 102 ans, si j'ai bien compris, est tombé en allant vers l'abri. Une femme a eu un incident cardiaque, comme mentionné la semaine dernière. Je pense donc que c'est 12, malheureusement. Ce sont les chiffres pour l'instant. Maintenant, quand ils parlent de troupes au sol entrant en Iran, ce que nous avons entendu, c'est qu'il y a la possibilité que des forces spéciales soient envoyées. Et Donald Trump a laissé entendre cela à la fin des combats, après que l'Iran ait été tellement décimé, pour sécuriser ce que l'on pense être les stocks d'uranium enrichi, hautement enrichi, qui pourraient se trouver sous terre dans certaines de ces installations. Il est probable que l'Iran ait la possibilité d'extraire une partie de cela lui-même. Peut-être qu'ils ne peuvent pas y accéder, mais vous voulez savoir quel est le statut de cet uranium hautement enrichi. Il faut l'extraire avec beaucoup de précautions. Il est gazeux et doit être extrait dans des conteneurs spéciaux. Il y a donc une possibilité que les États-Unis et ou Israël envoient des forces spéciales pour extraire cet uranium, afin que vous sachiez aussi que la question de l'uranium enrichi est définitivement réglée. Alex, alors que nous terminions l'émission la semaine dernière, l'une des dernières questions que nous avons posées était de savoir si le Hezbollah allait s'impliquer. Et je ne sais pas si c'était quelques minutes ou quelques heures plus tard, mais le Hezbollah a certainement commencé à lancer ses propres missiles sur Israël et à envoyer aussi des drones suicides, si on veut les appeler ainsi. Et à l'instant même, alors que nous sommes à l'antenne, les gens doivent le savoir, cela vient tout juste d'arriver. Si vous regardez le nord d'Israël, il est signalé qu'il vise Haïfa. Je veux dire, ça n'a vraiment pas arrêté ces dernières 48 heures, 72 heures. Le Hezbollah lance maintenant aussi des attaques presque en continu sur le nord d'Israël. D'accord. Le Hezbollah, pendant les premiers jours de cette guerre, a choisi de rester à l'écart pour une raison ou une autre. Maintenant, ils ont été contraints et sont entrés dans cette guerre. Rappelez-vous, Israël a signé un accord de cessez-le-feu. Je crois que c'était au début de 2025 avec le Liban, en fait, même s'il n'était pas la partie qui attaquait. Il n'y a jamais eu d'accord avec le Hezbollah, mais l'armée libanaise a assumé la responsabilité des attaques du Hezbollah. Ils ont déclaré qu'ils continueraient à désarmer le Hezbollah. Ouais, ils ne sont pas en mesure de désarmer complètement le Hezbollah. Le Hezbollah est la faction militaire la plus puissante à l'intérieur du Liban. Nous avons vu le président, ou je crois le président ou le premier ministre du Liban, déclarer qu'à partir de maintenant, toutes les activités militaires du Hezbollah sont rendues illégales et que la seule façon pour le Hezbollah de participer est dans le domaine politique. Mais c'est ridicule. Le Hezbollah ne peut pas opérer ni dans le domaine politique, ni dans le domaine militaire, mais vous voyez à quel point le Hezbollah est puissant dans ce pays, au point que le président ou le premier ministre du Liban déclare qu'ils pourraient être impliqués dans les processus politiques parce qu'ils ont autant de pouvoir et de puissance de feu. Israël espérait que le Hezbollah serait dissuadé, mais savait toujours qu'il y avait de fortes chances qu'il recommence. Ils agissaient contre le Hezbollah pendant toute cette période de cessez-le-feu, à chaque fois qu'il y avait une violation. Mais vous voyez maintenant, et je crois qu'il y a eu plus de 600 attaques de la FDI dans le sud du Liban depuis que le Liban a décidé d'entrer dans cette guerre, ce qui indique qu'Israël savait très bien qu'il y avait beaucoup plus d'infrastructures militaires à l'intérieur du pays. Et ce n'est pas seulement dans le sud du Liban.
Vous voyez qu'Israël opère, je crois que ça s'appelle Dawiya, la banlieue de Beyrouth, qui est un bastion du Hezbollah. Ils ont mené des opérations contre la direction du Hezbollah. Ils ont mené des opérations contre leur capacité à lancer des missiles. Mais vous voyez, ils tirent des roquettes et envoient des drones contre Israël. Ils ont également tiré sur Chypre, d'ailleurs, la frappe contre la base de la Royal Air Force à Chypre, la base aérienne britannique. Il a été révélé que cette attaque venait du Liban. Oh, wow! Et vous savez, de la même manière que vous avez dit que cette guerre ne peut pas se terminer tant que l'Iran reste une menace, tant qu'il n'y a pas une nouvelle direction en Iran, c'est la même chose ici avec le Hezbollah et le Liban. C'est le moment où Israël doit complètement neutraliser et éliminer ce bras armé terroriste très meurtrier de l'Iran. En fait, c'est probablement le bras armé terroriste le plus puissant que l'Iran finançait. Donc, ils s'attaquent à la tête de la pieuvre. Nous savions qu'ils reviendraient dans le sud du Liban pour gérer le Hezbollah, ce qu'ils font. L'autre bras armé que nous devons surveiller, ce sont les Houthis. Les Houthis sont restés en dehors des combats, mais ont menacé d'intervenir. De même, le Hezbollah s'est d'abord tenu à l'écart avant de s'impliquer. Il est probable que les Houthis participent aussi au combat. Et cela ouvrirait à nouveau cette guerre sur un autre front, car les États-Unis et Israël devraient alors commencer à opérer aussi dans ce théâtre. Vous voyez déjà Israël et les États-Unis engagés sur deux fronts. Il pourrait avoir un troisième théâtre qui s'ouvre au Yémen avec les Houthis, et puis bien sûr l'autre bras armé terroriste, le Hamas. Israël a mis ça en attente, disons-le comme ça. Mais malgré tout, le sentiment général est qu'Israël mènera une autre opération pour anéantir davantage le Hamas. Israël veut s'assurer qu'à la fin de cette guerre, il n'y ait plus ce croissant chiite auquel se sont ajoutés les Houthis et le Hamas qui ont rejoint ce croissant chiite, même si le Hamas est sunnite. Mais l'Iran et son cercle de feu autour d'Israël, tout ce cercle de feu sera éliminé. Alex, j'ai entendu, sans confirmation, j'ai entendu vendredi que les Houthis auraient potentiellement tiré sur l'Arabie Saoudite. Je n'ai pas eu de confirmation à ce sujet, mais cela a été rapporté à la radio israélienne vendredi matin. Concernant le Hezbollah, l'armée israélienne a désormais des troupes terrestres dans le sud du Liban pour les repousser de la frontière et affronter le Hezbollah. Nous avons déjà subi des pertes. Des soldats ont été tués, je crois. Donc, ce que j'ai entendu, encore une fois, la dernière chose que j'ai entendue, c'était vendredi, 8 soldats, dont 5 grièvement, ont été blessés lors d'une attaque de drone à la frontière, y compris le fils du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, légèrement touché. Je crois qu'il y en a 2 autres, peut-être blessés modérément, qui combattaient contre le Hezbollah ou dans le nord d'Israël. Je pense que nous avons vu plusieurs indications, plusieurs incidents de soldats blessés, et je dirais ici que nous opérons dans le brouillard de la guerre. D'accord. Il est très important de comprendre que nous ne savons pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans le sud du Liban. Nous surveillons toutes les sources d'informations. La majorité des informations du bureau du Premier ministre ou de l'armée israélienne passent par les agences de presse, d'autres viennent de sources au Liban et en Iran, mais il faut quand même reconstituer ce qui se passe. On ne sait pas à quel point l'Iran a été touché. Ils disent qu'ils peuvent soutenir cette guerre pendant encore 6 mois. C'est quelque chose que j'ai lu ce matin même avant de venir. Ils pourraient avoir encore 6 heures pendant lesquelles ils peuvent maintenir cette opération. Cela pourrait être 6 heures, 6 jours, 6 semaines ou 6 mois. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas exactement ce qu'il faudra pour que le Hezbollah soit complètement éliminé. Nous ne savons pas si Israël et les États-Unis ont des plans pour chaque cible afin de les frapper. Et nous ne savons pas combien de temps cela prendra pour que cela se produise. Donc, nous essayons de reconstituer beaucoup de choses qui se passent, mais il y a ici un brouillard de guerre. Évidemment, on ne nous dit pas grand-chose volontairement, ni du côté d'Israël, ni du côté des États-Unis, ni du côté de l'Iran et du Hezbollah. Mais nous faisons de notre mieux pour rassembler tout ce qui se passe. Oui, Alex, ça vient d'arriver, mais ce n'est pas confirmé. Il est indiqué que c'est INET qui rapporte que les Émirats arabes unis viennent de frapper à Téhéran, en Iran, à la suite du tir de missiles contre leur pays. Et d'un côté, tu sais, c'est bien de voir que tous ces pays se retournent contre l'Iran. L'Iran n'a jamais été aussi isolé. Il n'y a personne dans la région pour défendre l'Iran. C'est pour ça que c'est en fait si positif que l'Iran se soit déchaîné dans toute la région, parce que ça veut dire que ces autres pays ne s'en prennent pas à Israël et aux États-Unis.
Ils en veulent à l'Iran, ce qui est vraiment important. En même temps, plus il y a de pays impliqués, mais pourquoi faudrait-il impliquer plus de pays? Si vous avez Israël et les États-Unis, ce que Pete Hegseth a appelé les forces aériennes les plus puissantes et la deuxième plus puissante qui travaillent simultanément, impliquer d'autres acteurs qui ne sont pas vraiment préparés à ce type de guerre. Je veux dire, les États-Unis les plus puissants, Israël, les forces aériennes les plus aguerries, prêtes et les mieux préparées au monde. Ils ont quasiment la supériorité aérienne sur Téhéran. Pourquoi impliquer d'autres forces aériennes? Est-ce juste pour préserver leur image auprès de leur population? Je vais le dire. Mais comment vous assurez-vous qu'il n'y ait pas d'incident de tir ami ici? La dernière chose que vous voulez, c'est que les avions d'autres nations soient impliqués. Donc, vous voulez simplement vous assurer que la coordination est au plus haut niveau et laisser les grands s'occuper de ce qui doit être fait ici. Laissez Israël et les États-Unis gérer les choses. Je comprends qu'il y ait un besoin d'honneur et de sauver la face ici, mais tout le monde doit vraiment faire attention. Pour revenir au Liban, Alex, au milieu de tout ce qui se passe, tous ces pays qui combattent le Hezbollah, qui combattent l'Iran ou autres, des rapports ce week-end indiquent qu'Israël a tenté de localiser les restes de Ron Arad. Le lieutenant-colonel Ron Arad, navigateur de l'armée de l'air israélienne, est porté disparu depuis 1986. Des forces spéciales de Tsahal ont opéré en profondeur au Liban dans la nuit de vendredi pour tenter de localiser les restes de Ron Arad. Je crois, corrigez-moi si je me trompe, qu'il est peut-être le dernier soldat de Tsahal porté disparu. C'est la deuxième chose qui est correcte. Je pense que c'est exact. C'est fou qu'au milieu de tout ça, on détourne des ressources et tout le reste. Je ne le dis pas de façon négative. Je trouve incroyable qu'Israël fasse ça, qu'ils détournent leur attention de tout pour retrouver l'un des nôtres. C'est ce qu'Israël fait depuis des générations. Cela correspond à la doctrine déclarée du Premier ministre Netanyahou, ramener chez eux chaque soldat vivant ou mort. Donc ici, si vous en avez un dont vous savez qu'il est mort et que vous avez des renseignements sur la façon de le ramener pour faire son deuil, c'est incroyable. Nous savons aussi que les restes d'Eli Cohen sont enterrés en Syrie. Il était l'espion israélien célèbre dont l'histoire a inspiré la série Netflix The Spy avec Sacha Baron Cohen. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une série à découvrir. bien sûr, Elle suit l'histoire à peu près comme elle s'est vraiment déroulée. Mais la recherche des restes de Ron Arad n'a pas abouti, d'après ce que nous avons entendu. Mais comme tu l'as dit, c'est incroyable qu'Israël ait tenté le coup. En même temps, tu as aussi entendu certains opposants dire « Hey, pourquoi risquer? On ne risque pas la vie de soldats vivants pour un corps sans vie. » oui, j'entends cet argument, c'est vrai. Mais tu vois que Israël fait tout son possible. C'est aussi très important. Au fil de ces informations, on a vu le dispositif militaire d'Israël changer de façon si spectaculaire depuis le début de cette guerre. Beaucoup de cela tient au fait que le président Trump est désormais en fonction, ce qui n'était pas le cas au début de la guerre. Souviens-toi qu'au début de la guerre, Israël devait économiser ses armes. Il allait manquer d'armes au début, donc il avançait très prudemment. Ils utilisaient même de la dynamite pour faire exploser des bâtiments, la vieille dynamite traditionnelle, pour détruire des bâtiments à Gaza, bâtiment par bâtiment, en risquant la vie des sapeurs qui posaient la dynamite dans ces bâtiments fortement piégés. Mais ils avançaient de manière très méthodique, étape par étape, bâtiment par bâtiment, en utilisant des armes légères. Et puis le président Trump revient au pouvoir. Et aussi, avant cela, la communauté internationale exerçait beaucoup de pression sur Israël pour qu'il arrête la guerre, pour qu'il n'entre pas à Rafah, pour qu'il ne lance pas d'opérations terrestres au début à Gaza, pour qu'il ne lance pas d'opérations terrestres dans le sud du Liban. Il ne voulait certainement pas voir cela s'étendre à un théâtre contre l'Iran. Et ensuite, le président Trump est effectivement arrivé au pouvoir et Israël a commencé à reconstituer ses stocks d'armes. Mais nous avons aussi vu que le président semblait déterminé à obtenir un cessez-le-feu à Gaza, à obtenir un cessez-le-feu dans le sud du Liban. Comme il en parle, vous savez qu'il est le président, qu'il met fin aux guerres. Mais vous voyez ici, en fait, que le président n'était pas vraiment favorable au lancement de cette campagne offensive contre l'Iran. Et la posture militaire israélienne vient tout juste de changer radicalement. Là, tout de suite, Israël dit « on y va, on va jusqu'au bout ». Il n'y aura pas de demi-mesure
Il n'y aura pas de demi-victoire, n'est-ce pas? Et ce que vous voyez en ce moment, c'est qu'Israël dit qu'il va y avoir ce dont le Premier ministre parlait depuis de nombreux mois pendant cette guerre, mais qu'il ne poursuivait pas vraiment, à savoir la victoire totale. C'est la victoire totale. Il s'y lance enfin. Tsahal s'y lance enfin, utilisant tous les moyens à sa disposition, chaque avion, chaque arme, chaque renseignement, allant jusqu'au bout pour une victoire complète et totale dans cette guerre. Alex, l'histoire suivante, on pourrait dire qu'à une autre époque, ça, ce serait un sujet intérieur ici, le procès du premier ministre Netanyahou. Mais le président Trump, à plusieurs reprises, a appelé le président israélien Isaac Herzog, Bougie Herzog, à gracier Netanyahou immédiatement. Et cela fait maintenant la une de l'actualité internationale depuis plusieurs jours, puisque le président Trump, encore une fois ce jeudi dernier, a exigé que le président Herzog gracie immédiatement Netanyahou, le traitant de honte, affirmant que le président avait promis 5 fois qu'il accorderait une grâce à Bibi. Ce sont les mots du président Trump. Le président Herzog a répondu en disant qu'il souhaite que le processus judiciaire suive son cours, et pour l'instant, il ne semble pas que cela va changer, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il ne semble pas vouloir accorder de grâce au premier ministre Netanyahou pour l'instant, même en temps de guerre avec l'Iran. Eh bien, c'est incroyable que le président soit impliqué dans cette affaire. Et d'abord, il l'a dit à la Knesset lorsqu'il a pris la parole à la Knesset. Il s'est tourné vers le président et a dit « Hey, pourquoi tu n'accordes pas une grâce à ce type ?» Il a envoyé une lettre officielle demandant une grâce, bien qu'il ne puisse pas le faire. Seul le premier ministre en a le droit. Ce dernier a ensuite soumis la demande officielle. Et ensuite, tu as eu le président qui disait, tu sais, je m'attends à ce que le président Herzog accorde une grâce à Netanyahou, puis qui disait plus tard qu'il devrait avoir honte de ne pas accorder de grâce. La grâce ne vient pas. Et il change de ton. Le président dit que Herzog est une honte pour ne pas avoir accordé de grâce à Netanyahou en disant à quel point Netanyahou a été un grand premier ministre en temps de guerre. Et il vient de dire maintenant qu'il ne veut pas qu'il y ait autre chose qui trouble Bibi à part la guerre avec l'Iran. La seule pression sur lui devrait être le combat contre l'Iran. Ce que fait Herzog est intéressant car parler du processus judiciaire en cours n'équivaut pas à évoquer le procès. Il dit que même en ce qui concerne une grâce, il y a un processus légal qui doit avoir lieu. Et il est intéressant de voir qu'il rejette en fait beaucoup de la faute ici sur le procureur général pour ne pas avoir suivi le processus légal. Mais bien sûr, le procureur général ne prendra aucune mesure qui indiquerait que le président pourrait gracier le premier ministre. Elle a activement travaillé contre lui. D'accord. Elle est l'opposition. Elle est la chef de l'opposition politique en Israël. Donc, de cette façon, c'est assez facile pour Herzog de sacrifier la procureure générale Baharav Miara sur ce sujet, ce qui ne fera que la rendre de moins en moins populaire. Tu vois aussi comment la procureure générale, encore une chose, tu sais, ce dont tu viens de parler, cette guerre juridique, tu sais, la semaine dernière seulement, la procureure générale s'est retournée et a demandé au premier ministre de limoger. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Police et de la Sécurité nationale, en disant qu'il ne peut plus servir. Il n'a pas été inculpé. Elle affirme seulement que sa conduite de ministre est inappropriée. Il essaie d'exercer trop d'influence dans son propre ministère et elle veut qu'il soit renvoyé. Le premier ministre a rétorqué et vous voyez d'autres membres de la coalition se retourner. Ils disent « Tu es renvoyé. Nous ne te faisons plus confiance. Tu n'as plus ton mot à dire là-dessus. » Le premier ministre a répondu « Vous me demandez de renvoyer mon ministre qui n'a même pas été accusé dans une procédure judiciaire. » Vous savez, c'est au premier ministre de décider qui sera son propre ministre. Donc ici, vous voyez simplement cette bataille se dérouler, le système judiciaire contre le gouvernement. De quel côté est Herzog? Herzog est-il du côté du peuple? Est-il du côté de la relation d'Israël avec les États-Unis? Ou en tant qu'ex-chef du Parti travailliste, fait-il juste partie de l'opposition? Je ne vois pas vraiment Herzog, que je considère comme un dirigeant peu marquant, se lever et prendre une décision importante maintenant en accordant la grâce à Netanyahou, mais les procès ont été une honte. Et je pense que c'est là que le mot « honte » prend tout son sens. C'est sur les procès eux-mêmes. C'est sur le parquet qui a mené ces procès sans respecter les procédures appropriées, ni fournir les preuves nécessaires. Ils n'auraient pas dû être autorisés à utiliser les preuves qu'ils ont présentées au procès. Ils ont fait traîner ces procès pendant 5 ans en convoquant 300 témoins. Vous ne faites que créer tout un spectacle ici, ce qui ternit l'image de Netanyahou, même s'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas reconnu coupable. Le tribunal a demandé plusieurs fois à l'accusation de modifier l'acte d'accusation.
Chaque fois, cela entraînerait un procès nul aux États-Unis. La seule personne qui pourrait mettre fin à toute cette mascarade est le président Herzog, et le président Trump dit que Herzog est une honte de ne pas le faire. Alex, selon toi, de qui le président Trump est-il le plus déçu ou contrarié? Le président Herzog ou peut-être le dirigeant britannique, Starmer ou peut-être l'Espagne? Et regardons d'abord cette vidéo dans laquelle le président Trump dit que Starmer n'est pas un Winston Churchill. Regardons cela. Je ne suis pas non plus satisfait du Royaume-Uni. Atterrir là-bas aurait été bien plus pratique que de voler plusieurs heures de plus. Donc nous sommes très surpris. Ce n'est pas à Winston Churchill que nous avons affaire. Donc vous avez ce commentaire du président Trump disant que Starmer n'est pas Winston Churchill. Et ensuite, Trump a tweeté cela ou l'a publié sur son réseau social, je crois, hier. Il a dit que le Royaume-Uni, notre allié autrefois grand, peut-être le plus grand de tous, envisage enfin sérieusement d'envoyer 2 porte-avions au Moyen-Orient. C'est bon, Premier ministre Starmer, nous n'en avons plus besoin, mais nous nous en souviendrons. Nous n'avons pas besoin de gens qui rejoignent les guerres après qu'elles soient déjà gagnées, selon le président Trump. Il n'est donc pas content, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vraiment intéressant de voir ces commentaires sur Starmer. Et je me souviens que il y a eu des reportages il y a seulement quelques semaines disant que Starmer était peut-être sur le point de démissionner. Donc, nous savons que Starmer n'est pas Churchill. Et je pense que le système politique au Royaume-Uni a été en pleine tourmente ces dernières années. Je veux dire, combien de premiers ministres différents ont-ils eu, de Theresa May à Liz Truss, Boris Johnson, Rishi Sunak, Starmer? Je ne sais pas si j'en oublie. Je pense que c'est possible. Ils en ont eu tellement ces dernières années. C'est un système politique complètement en crise là-bas. Starmer essaie vraiment de ménager la chèvre et le chou. Il ne veut pas s'impliquer. N'oubliez pas que le Royaume-Uni est aujourd'hui un pays dont la population musulmane ne cesse de croître. Si vous regardez, les maires de nombreuses villes britanniques sont musulmans. Et donc, vous savez, ils s'inquiétaient que si Israël et les États-Unis étaient impliqués dans une attaque contre un pays à majorité musulmane, à savoir l'Iran, ils pourraient avoir des troubles intérieurs. Donc, vous savez, il a choisi de se couvrir et de rester en dehors et de ne pas laisser les États-Unis utiliser la base de Diego Garcia. Puis, il a dit, d'accord, vous pouvez l'utiliser, mais pas pour des manœuvres offensives. Il a fait cela. Trump a fait ses déclarations lors d'une conférence de presse avec la chancelier Merz d'Allemagne. Et j'ai pensé que le président, pour tous ceux qui veulent voir le président en action, il suffit de le regarder dans ses commentaires. J'ai trouvé que toute cette conférence de presse, qui a duré environ 40 minutes, je crois, était vraiment incroyable. Il a vraiment exposé les raisons de la guerre de l'Amérique ici, pourquoi l'Amérique l'amène. Et c'est bien que Merz se révèle être un allié. Vous avez vu Trump, lors de cette conférence de presse, parler aussi d'Angela Merkel. Il a dit qu'elle avait vraiment nui à son pays avec l'immigration musulmane et l'énergie. Pour le président, vous voyez, ce sont les 2 sujets. Et je pense que le président a été vraiment cohérent à ce sujet dans beaucoup de ses politiques. L'énergie et l'immigration sont 2 de ses considérations les plus importantes, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les alliés de l'Amérique. Et j'ai entendu cela, le ministre des Affaires étrangères l'a dit il y a seulement quelques semaines en s'adressant à la conférence des présidents des principales organisations juives américaines ici à Jérusalem. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a déclaré qu'à l'avenir, les pays qui seront les alliés les plus importants d'Israël, en dehors des États-Unis évidemment, seront l'Inde. Et nous avons eu le premier ministre Modi ici juste un jour avant le début de la guerre, vraiment peut-être 36 heures avant le début de la guerre. Vous avez Merz qui se rend à la Maison-Blanche en Allemagne et puis vous avez aussi le Japon. Donc, ce sont les alliés les plus importants d'Israël. Ce sont aussi ceux qui s'avèrent être les alliés les plus importants de l'Amérique. Le Royaume-Uni, et encore une fois, je l'ai dit à de nombreuses reprises, vous savez, les Britanniques avaient un mandat unique, une seule chose que cet empire britannique était censé faire, et c'était de faciliter la création d'un État juif. Où devait-il faciliter cette création? Le mandat britannique, ce qu'on appelait le mandat britannique pour la Palestine, visait à ce qu'un État juif soit établi sur l'ensemble d'Israël. Cela comprend la Judée-Samarie à Gaza, sur le plateau du Golan et en Jordanie. Tout cela était censé se faire après la Seconde Guerre mondiale, un mandat que les Britanniques avaient pour créer un État juif appelé le mandat britannique pour la Palestine, uniquement un État juif, pas un État arabe.
Et qu'ont fait les Britanniques? Ils ont coupé 75% de cet État juif au niveau du Jourdain et de la mer Morte pour donner un royaume hachémite. C'était des Saoudiens. Il leur a donné la souveraineté sur toute la Jordanie afin d'apaiser les Arabes. Et puis, même à partir de là, ils ont décidé de segmenter davantage, de partager les parties restantes d'Israël. Les 25% restants du territoire, dont environ la moitié serait un État juif non contigu et l'autre moitié serait un État arabe non contigu. Ils n'ont pas rempli leur unique mandat, le mandat britannique, et ont donc perdu tout leur empire. Tout leur empire s'est effondré après qu'ils ont partagé cette terre qui était censée être destinée à un État juif. Et ici, on voit même maintenant dans cette guerre contre l'Iran que la Grande-Bretagne prouve qu'elle est de moins en moins importante sur la scène mondiale. Je veux insister, c'était la Palestine sous mandat britannique. L'État de Palestine n'a jamais existé. Je ne veux pas de malentendus. C'est exact. Je veux dire, oui, le mandat portait sur la création d'un État juif dans la région qu'on appelait la Palestine. Oui, absolument. Vous avez de nombreux dirigeants palestiniens, vous savez, avant 1948, 1967, qui disaient qu'il n'y a pas d'État arabe appelé Palestine. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. La Palestine est tout simplement la région sud de l'ensemble de la province syrienne. Nous devons démystifier cette propagande, mais je voudrais passer à un dernier extrait ici. Président Trump. Non seulement il est mécontent de la direction du Royaume-Uni, mais il menace aussi de rompre les liens avec l'Espagne. Regardons cela. Certains pays européens, comme l'Espagne, ont été terribles. En fait, j'ai dit à Scott de couper toutes les relations avec l'Espagne. L'Espagne a même dit que nous ne pouvions pas utiliser ses bases. Et ce n'est pas grave. Nous pourrions utiliser leurs bases si nous le voulions. Nous pourrions simplement y aller et l'utiliser. Personne ne va nous dire de ne pas l'utiliser, mais nous n'en avons pas besoin. Mais ils étaient inamicaux. Franchement, Alex, tu ne peux qu'aimer cette attitude. Que vous nous donniez la permission ou non, nous allons faire ce que nous devons faire. C'est toujours son attitude. Les gens reprochaient à Murray de ne pas avoir défendu l'Espagne ni le Royaume-Uni lors de cette conférence de presse. Mais il a dit, eh bien, quand nous étions en privé lors du déjeuner, alors je les ai un peu plus défendus. Mais il n'allait pas s'opposer au président des États-Unis dans le bureau ovale pendant que toutes les caméras tournaient. Vous voyez, le président Trump, il sait que c'est une guerre qu'il doit gagner et qu'il doit la gagner jusqu'au bout et qu'il ne peut pas montrer. Il ne peut pas, et il sait qu'il ne peut montrer aucun signe de faiblesse ici, dans aucune de ses relations de politique étrangère avec ses autres puissances mondiales, et il joue le tout pour le tout. J'adore ces extraits. Alex, il ne nous reste plus de temps. As-tu une dernière réflexion alors que débute le 8e jour de la guerre? Tu sais, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours ou jusqu'à ce que nous enregistrions à nouveau Jérusalem Minute, si Dieu le veut, la semaine prochaine? Eh bien, je pense en fait que ce dernier point ici, tu sais que le ministre de la Défense Katz a dit lors d'un appel nocturne avec le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth que l'alliance entre les États-Unis et Israël est en train de changer l'histoire. Et le premier ministre de l'État d'Israël, il a dit dès le 2e jour de cette guerre que nous allions changer la face du Moyen-Orient et cela a pris du temps. D'accord. Et tout le monde veut des guerres rapides. Mais Israël a avancé pas à pas, comme je l'ai mentionné, devenant de plus en plus fort dans sa posture de force, dans sa confiance en ses propres capacités. Vous savez, à chaque pause et à chaque reprise, on voit comment Israël agit de plus en plus avec force. Et le Moyen-Orient ne sera plus le même une fois que tout cela sera terminé. Et en particulier, nous attendons avec impatience un régime différent en Iran, un régime en Iran, qui non seulement libérera le peuple iranien qui a été pris en otage par ce régime islamique fanatique, mais aussi instaurera une république iranienne qui pourra même normaliser les relations avec l'État d'Israël et avec tous ses voisins, et qui apportera de grands bénéfices économiques, non seulement à la région, mais aussi aux États-Unis et au monde entier. Je précise, Alex, cela fait environ 45 minutes qu'on enregistre sans sirène à Jérusalem ni Tel Aviv. Je ne veux pas porter malchance. Je ne veux pas porter malheur, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de sirènes ici est peut-être positif. Évidemment, le Nord affronte toujours le Hezbollah presque en continu. Donc, j'espère que c'est un bon signe pour l'avenir. Et je souhaite à tout le monde, surtout si vous êtes ici en Israël, uniquement la sécurité et de bonnes choses. Et je souhaite aux hommes et femmes courageux de Tsahal uniquement la sécurité totale, la paix et que de bonnes choses à l'avenir.
Il nous protège par terre, par air et par mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, chaque minute de chaque jour pendant cette guerre. Rendons hommage aux personnes dans l'ombre ici. Aaron Wagalanter est à la régie. Yuri Sretsky, le directeur de la station, notre producteur, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, Esther Eden et tous les autres ici à JNS TV. Assurez-vous d'aller sur jns.org pour toute l'actualité de dernière minute, maintenant plus que jamais, d'Israël, du Moyen-Orient bien sûr et de tout le monde juif. Josh Aston à Jérusalem, Alex Treyman, PDG de JNS. Excellente semaine à tous, soyez prudents. Rendez-vous la semaine prochaine pour Jérusalem en 1 minute.